Alors, peut-être que je dois dire que mon propos est effectivement un petit peu en décalage avec les interventions précédentes. Je suis pas complètement centrée sur l'institution. Dans les institutions, il y a aussi, enfin, autour des institutions, il y a aussi, pardon, des réseaux de professionnels, de partenariats, et c'est plutôt sur ces aspects-là que moi je vais me centrer. Alors, dans un premier temps, je crois qu'il faut que je délimite un peu plus précisément et le plus rapidement possible l'objet de mon propos. D'une part, il s'agit d'interventions dans un champ de pratique particulier, la formation et l'insertion des jeunes âgés de 16-25 ans ayant connu des expériences d'échec, voire de rupture, dans les domaines de l'apprentissage, du social, du professionnel, etc. Ces pratiques mettent en œuvre des formations et des accompagnements à la croisée de diverses autres interventions socio-éducatives et de leurs différents dispositifs. Ils se sont progressivement constitués dans l'espace social comme des espaces intermédiaires de recomposition sociale, si je reprends les travaux de Laurence Rollo-Berger, ou encore de recomposition des processus de transition pour ces jeunes entre âge jeune et âge adulte, entre vie, formation et emploi. Ils ont aussi à la fois leur logique propre et peuvent donner lieu à un travail de partenariat, donc en réseau, lesquels réseaux seront considérés ici comme pouvant produire, au-delà de leurs tâches réelles, des énoncés symboliques déstigmatisants, comme dirait Michel Hotès, c'est-à-dire qu'ils offrent des espaces où les jeunes sujets en question ont une certaine reconnaissance qui leur a peut-être été privée dans le lien social. Ils se constituent aussi, comme le suggère Jean-Pierre Pinel, comme des espaces d'accueil du négatif psychosocial, si je reprends la notion de Dominique Lhuillier. D'autre part, pour continuer à présenter mon propos, dans ce champ, je vais m'intéresser à des événements produits par les jeunes sujets accompagnés qui ont la particularité de faire irruption dans le cours des choses, les rendant, en apparence du moins, hors du commun par rapport au quotidien de formation et ou de l'accompagnement, mais qui, justement, prennent toute la place dans l'espace topographique et surtout l'espace psychique, intrapsychique et intersubjectif de ce quotidien professionnel. Ils imposent ponctuellement ou de façon plus permanente leur tempo aux praticiens, aux collectifs, ainsi qu'aux réseaux d'institutions impliquées dans ces accompagnements. Alors, je pense par exemple, dans le cas d'une situation de formation, à ce jeune qui tout à coup sort du placard où il s'était caché probablement un petit peu avant le début de la formation et qui entraîne toute la suite de la séance de formation dans un débat autour de cet événement-là. Je pense à d'autres qui s'emportent assez régulièrement, d'ailleurs brusquement dans la salle de formation, à propos de faits qui auraient pu rester sinon anodins, voire secondaires, ou encore de motifs non connus ou incompréhensibles sur le moment, rapportés de ce qui a été vécu à l'extérieur ou à l'intérieur de la formation, pardon, mais à un autre moment. Voilà. Enfin, je pense aussi à ce jeune Rodolphe qui harcèle de demandes les professionnels à propos de choses qui n'ont pas directement à voir avec ce qui se passe dans le moment de sa formation ou de sa relation d'accompagnement avec ses conseillers et qui des demandes qui viennent ponctuellement interrompre ce travail. Alors, est-ce qu'il peut aller téléphoner? Est-ce qu'il doit être en formation demain? Est-ce qu'il doit être en stage en entreprise après-demain? Il demande de même s'il peut aller demander autre chose à un autre professionnel dans un autre bureau, sa conseillère en insertion à la mission locale par exemple, ou alors tout simplement un autre salarié à qui il projette de demander s'il peut être raccompagné ce soir en centre-ville. Enfin bref, tous ces événements qui retiennent mon attention parce que c'est surtout leur caractère éruptif et l'effet de sidération qui retient mon attention du côté des professionnels.
Il fait de sidération provoquée par cette éruption soudaine. Et puis, après, une fois cette sidération passée, à moins que cela ne soit en réaction à cette sidération-là, on peut voir comment, en fait, ces événements que provoquent les jeunes, donc, impriment ce que je disais tout à l'heure, le rythme sur les pratiques. Et dans certaines situations, c'est l'ensemble du réseau de professionnels qui peut s'engouffrer complètement dans ces demandes et en se mobilisant au coup par coup en fonction de ces événements créés. Alors, il se trouve que certains de ces événements font partie de ce que, dans ma recherche de doctorat en sciences de l'éducation, j'ai étudié sous l'angle d'une résurgence sur la scène éducative de processus psychiques archaïques, voire originaires. Certains de ces agissements, cités un exemple précédemment, expriment en acte ce que le sujet ne peut pas mettre en mots. Et s'il ne le peut pas, c'est parce qu'il s'agit d'émotions qui ont fait effraction dans sa psyché trop précocement. Et de ce fait, il ne peut pas les reconnaître comme une expérience émotionnelle, ni les intégrer à son histoire. Dans les situations qui ont été étudiées et celles qui ont été étudiées dans la recherche et dans l'analyse de pratique, ou dans l'analyse de pratique à un autre temps, pardon, ces événements étaient liés à des traumas précoces ou alors par l'empreinte laissée par le désir trop intrusif de ceux qui ont fait naître le sujet, comme le décrit Pierre Aulagné. Et tous ces éprouvés non éprouvés, ces événements non représentés, laissent une trace indicible dans la psyché. Elles témoignent à la fois de leur enquistement psychique, en un lieu pourtant étranger à soi-même, délié de soi. Elles témoignent aussi pardon, j'ai perdu le fil. Ah oui, elle témoigne aussi d'une défaillance de son environnement primaire, en ce sens que celui-ci n'a pas pu contenir, alphabétiser, comme dirait Bion, l'émotion qui a été ressentie à ce temps précoce. Défaillance que l'actuel des échecs dans le rapport au lien social de ces jeunes pourrait venir répéter. De la sorte, ces espaces éducatifs sont également un espace d'accueil de certaines formes du négatif intrapsychique, en l'occurrence, enfin, notamment d'affects qui, pour paraphraser René Rossillon, ont en souffrance d'intégration subjective les alcôves de la psyché. Alors, simultanément à cette recherche, j'ai pu constater combien ces événements faisaient également le quotidien des dispositifs d'analyse de pratique dans lesquels j'ai pu, au fil des années, être tantôt participante, tantôt observatrice, tantôt co-animatrice, tantôt animatrice, tantôt coordinatrice, etc. Il me faut préciser que ces dispositifs d'analyse de pratique ont pris des formes diverses. Des séances d'analyse de pratique de type Balint, que je redéfinirai peut-être pas ce soir, et interpartenariales. Et puis aussi des séances, des observations in situ de pratiques de réseau. Alors, en fait, ce sont les difficultés à travailler dans des séances d'analyse de pratique, à travailler la question du partenariat, qui m'ont conduit à un moment donné à proposer aux professionnels de travailler en complément avec des observations sur le terrain. Voilà. Donc, ce que je de l'ensemble de ces données, je vais retenir ce soir, pour essayer de rester dans le temps imparti, qu'une seule observation. C'est loin évidemment d'épuiser tout ce qu'on pourrait dire, mais si je la retiens, c'est parce qu'elle me paraît décrire un type particulier de résonance entre le fonctionnement des jeunes, le fonctionnement des professionnels et les difficultés d'élaboration dans les séances, dans le travail d'analyse de pratique professionnelle. Cette observation de réseau a trait à une fonction de latéralisation et de diffraction des affects non métabolisés des jeunes que je décrivais tout à l'heure, et qui produit en retour un impensé de nature différente dans le réseau de professionnels. En fait, in situ, on peut voir en effet que ces situations alimentent des discussions qui se déroulent dans les espaces interstitiels de l'espace éducatif. Les espaces interstitiels sont ceux qu'ont décrit Rossillon, qui sont des espaces communs, intérieurs ou extérieurs, de passage, de rencontres,
Et dans mes observations d'équipe, les couloirs de l'institution en sont un bon exemple. Dans des observations de pratiques de réseau, la pause café, la rue, au hasard des rencontres, un trajet en voiture pour se rendre à une réunion aussi. De même, d'ailleurs, que certains échanges entre professionnels, parallèles, peut-être parasites, à l'ordre du jour de ces dites réunions, au moment où elles se déroulent, pourraient être vus comme faisant partie de ces fonctions-là. De même aussi, toute une partie de la pratique de réseau sous l'angle de l'être ensemble qu'elle représente pourrait être appréhendée dans cette fonction interstitielle. Ces échanges paraissent irrépressibles, à la hauteur sans doute du sentiment de ne pas avoir de prise sur ces situations et du besoin d'en construire des versions communes et partagées, à la hauteur également de ce que l'irruption de ces événements et leur effet de sidération provoquent comme tension intérieure chez le sujet qui les vit. Ainsi, les sentiments de frustration, d'impuissance, de sidération vécus dans l'instant de la situation font l'objet d'une reprise ou d'un délestage, se latéralisent dans ces espaces interstitiels et se diffractent dans la configuration réticulaire du lien de réseau. Des mouvements de désinvestissement et de réinvestissement, donc d'une autre manière, se produisent entre le dedans et le dehors des situations et entre le dedans et le dehors de l'espace éducatif où la situation est survenue. Cette reprise s'effectue assez souvent sur un mode plaisantin, voire anodin, ou tout au contraire sur un mode très dramatique. On rit, on se taquine. Il me reste 3 minutes. On rit, on se taquine, et puis on désespère ensemble. Et quelque part, on construit par là un fantasme de fusion. Par ce fantasme, les histoires, les affects impensés, non métabolisés des jeunes, sur lesquels on discute, justement, puisque ce sont ceux-là qui font l'objet de ces débats dans les interstices, ces affects-là deviennent en fait, finalement, sont transformés et deviennent l'histoire de l'être ensemble du réseau. Et d'une certaine façon, je dirais qu'ils disqualifient ce que l'événement qui s'est produit et sur lequel on discute, le disqualifie pour ce qu'il est. Et qu'est-il au juste, si ce n'est ce qu'il y a au fondement du sujet, des jeunes accompagnés, j'entends, son cadre à lui, celui qui l'amène, et qui comporte tout ce qui, dans son histoire, n'a pas pu faire l'objet d'une mentalisation, n'a pas pu rentrer dans son expérience. Donc, d'une certaine façon, dans les séances, dans le travail d'analyse de pratique, il m'a semblé que de la même façon que les jeunes sujets déposaient sur le cadre du réseau ces affects non mentalisés, qui hantent donc en souffrance d'intégration subjective le réseau, de la même manière les professionnels déposaient ces histoires, ces affects une fois repris dans ces histoires qu'ils se racontent sur le cadre de l'analyse de pratique. Sauf que ce dépôt se fait évidemment en creux, silencieusement. Et au mieux, il est possible à l'animateur de le capter à travers des messages infraverbaux, des regards de connivence qui n'ont pas de rapport avec la situation qui est alors exposée et qui proviennent de l'imaginaire groupal, ici de réseau, qui précède le groupe d'analyse de pratique. Et de façon plus complexe, il se révèle dans la manière de ressentir intérieurement l'effet de cette tension entre le groupe d'analyse de pratique et le groupe réseau, convoqué dans le groupe réuni de façon imaginaire. Elle se présente comme une résistance, cette tension, mais une résistance déliée du travail psychique en cours. Alors, pour conclure, je passe un certain nombre de choses. Je dirais qu'en fait, le dispositif d'analyse de pratique me semble un bon outil pour travailler sur ces liens de réseau quand il surgit comme ça, comme une résistance à l'élaboration des pratiques. Pour que ce travail se mette en place, il me semble que l'animateur à dire ou à remettre en mots
ce qu'il ressent lui-même intérieurement dans ces parasitages du travail, et qu'en mettant en mots, en faisant cet acte de reprise de cette vie imaginaire du réseau dans la séance d'analyse de pratique, il montre que finalement il est possible de recevoir émotionnellement l'affect, celui qui part au tout début des jeunes accompagnés, et d'en faire autre chose que plutôt que de le laisser s'enquister dans quelque chose qui deviendrait alors, si c'est jamais repris, ce que, avec la notion de Maria Torok, j'aurais envie d'appeler le caveau de la relation éducative, c'est-à-dire que se diffracterait tout le temps, circulerait en permanence, sans fin, ces affects-là, qui sont qui condensent tout le nœud du rapport social et du rapport à soi-même des sujets qui sont accompagnés par les professionnels.